Pendant 500 ans, les Vikings ont terrorisé l'Europe sans rencontrer de résistance. Puis, depuis les rives de la Baltique, sont arrivés des guerriers si féroces que les mères danoises apprenaient à leurs enfants à prier « Dieu, sauve-nous des Curoniens ». Les chasseurs étaient devenus les chassés, et la Scandinavie allait brûler. En 1187, la capitale de la Suède fut mise à sac, non pas par des Vikings rivaux, mais par des tribus baltes. Le monde a oublié. Toute la structure de pouvoir de l'âge viking était sur le point de s'effondrer. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment des guerriers baltes inconnus ont renversé 500 ans de domination viking. Pourquoi les Vikings ont prié les dieux de leurs ennemis en désespoir de cause. Comment les pirates baltes ont forcé la Scandinavie à militariser ses propres côtes. Et les tactiques navales oubliées qui ont transformé les dracars vikings en pièges mortels. Imaginez ceci. Sigtuna, la ville sainte de la Suède, située à 60 km à l'intérieur des terres, plus loin qu'aucun raid viking n'avait jamais pénétré en territoire ennemi. Pourtant, les guerriers baltes l'ont atteinte, l'ont brûlée et ont disparu avant que les forces suédoises ne puissent réagir. Les éclaireurs suédois ont vu l'impossible, des pillards païens utilisant des tactiques vikings mieux que les vikings eux-mêmes. Mais voici ce que les sagas ne vous diront pas. Ce n'était pas la première fois que les tribus baltes humiliaient la Scandinavie. L'histoire commence 333 ans plus tôt, lorsque deux royaumes vikings s'unirent pour écraser une forteresse balte. Ils amenèrent 30 000 hommes. Ils possédaient les meilleures armes d'Europe. Ils contrôlaient les mers. Ce qui s'est passé ensuite allait briser tout ce qu'ils croyaient savoir sur la guerre, l'honneur et leur propre invincibilité. 3 questions hantent ce récit. Comment une force moitié moins nombreuse a-t-elle détruit la plus grande armée viking jamais rassemblée? Pourquoi les guerriers suédois ont-ils abandonné leur propre dieu pour prier le Christ en désespoir de cause? Qu'est-ce qui rendait ces défenseurs baltes si terrifiants que les Vikings leur payaient tribut, inversant ainsi 5 siècles d'extorsion? La forteresse détenait un secret qui allait remodeler l'Europe du Nord. Les navires danois rencontrèrent une résistance inattendue de la part d'un ennemi qu'ils pillaient depuis des générations. Les rois suédois allaient apprendre que certains rivages valaient mieux d'être laissés tranquilles. Pour comprendre comment les Vikings sont devenus des proies, nous devons d'abord comprendre leurs prédateurs. Qui étaient ces terreurs baltes qui allaient un jour remonter les fleuves suédois et brûler les sites les plus sacrés de Scandinavie? Si les histoires inédites des batailles les plus décisives de l'histoire vous fascinent, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu de guerre épique. Maintenant, laissez-moi vous ramener en 854 après Jésus-Christ, lorsque 15 000 guerriers baltes se dressèrent contre la puissance de la Scandinavie dans un siège qui allait briser la suprématie viking pour toujours. La mer Baltique en 854 n'était pas seulement de l'eau. C'était une autoroute viking. Les dracars danois contrôlaient les routes de l'ouest. Les pillards suédois dominaient les passages de l'est. Entre eux se trouvaient les rives curoniennes, où chaque homme était un pillard, chaque colonie une forteresse et chaque bateau un navire de guerre potentiel. Il faut comprendre, les Vikings ne perdaient pas. Pendant 3 siècles, ils avaient perfectionné l'art de la terreur côtière. Leurs navires à faible tirant d'eau pouvaient naviguer sur des rivières inaccessibles aux autres. Leurs guerriers berserkers combattaient avec une fureur surnaturelle. Leur seule réputation faisait capituler les villes. Puis, ils ont rencontré les Curoniens. La route de l'ambre avait rendu ces tribus baltes immensément riches. Les pièces romaines affluaient vers le nord en échange de la résine dorée. Mais voici le détail qui change tout. Cette richesse n'a pas créé des marchands mous. Elle a financé une machine de guerre qui allait faire passer les Vikings pour des amateurs. Là où les Vikings menaient des raids saisonniers, les Curoniens vivaient dans un état de préparation perpétuelle à la guerre. Leur société était bâtie différemment. Pas de roi, pas d'autorité centrale, juste des communautés de guerriers liés par le sang et le pillage. Chaque homme libre possédait des armes. Chaque garçon apprenait à se battre avant de savoir labourer. Chaque famille gardait des chevaux rapides pour les réseaux d'alerte capables de prévenir toute la côte en quelques minutes. C'est là que la légende rencontre une horrible réalité. L'expansion viking avait heurté un objet inamovible. Le roi danois Auric l'avait appris à ses dépens. Ses raids sur les colonies curoniennes rapportaient moins chaque année.
Les défenseurs s'adaptaient trop vite, disparaissaient trop efficacement, ripostaient trop violemment. Le roi suédois Olof faisait face à une frustration similaire. Ses marchands payaient plus pour se protéger des pirates curoniens qu'ils ne gagnaient dans le commerce. Les deux royaumes saignaient de l'argent dans les mains baltes. Puis, quelque chose s'est produit qui a changé la guerre balte pour toujours. Les deux royaumes vikings, rivaux traditionnels, ont commencé à se coordonner. La puissance navale danoise allait se combiner avec la main-d'œuvre suédoise. Ensemble, ils mettraient fin à la menace curonienne de façon permanente. Le plan était simple, détruire Apuol, la plus grande forteresse curonienne, et briser leur confédération à jamais. Mais les Curoniens avaient trop bien étudié leur ennemi. Ils connaissaient les tactiques vikings parce qu'ils les utilisaient. Ils comprenaient la psychologie viking parce qu'ils la partageaient. Plus important encore, ils reconnaissaient les faiblesses des vikings parce qu'ils les exploitaient. Chaque raid viking réussi avait appris aux Curoniens comment se défendre. Chaque assaut balte raté leur avait appris comment contre-attaquer. La forteresse des Apuol se dressait sur une colline surplombant la rivière Vanta, à 50 km à l'intérieur des terres, assez loin pour empêcher un assaut naval direct, assez proche pour contrôler les routes commerciales. Ces remparts de terre s'élevaient à 12 mètres de haut. Ces palissades en bois pouvaient arrêter n'importe quelle charge de cavalerie. Ces champs de tir s'étendaient sur 200 mètres dans toutes les directions. Mais Olof avait négligé un détail crucial. Ce n'était pas seulement une forteresse. C'était un appât. L'intrigue tournait autour du chef de guerre curonien Lameu, un leader qui négociait avec Rome tout en combattant la Scandinavie. Son génie stratégique ne résidait pas dans le leadership traditionnel, mais dans la résistance coordonnée. Lorsque les armées vikings se massaient, les communautés curoniennes fusionnaient. Lorsque les vikings cherchaient le combat singulier, les curoniens combattaient en unité. Là où les vikings s'attendaient au chaos barbare, ils trouvèrent des machines à tuer disciplinées. Les Danois amenèrent 20 000 guerriers sur 200 navires. La Suède contribua avec 10 000 hommes et des rêves de domination balte. Face à eux se dressaient 15 000 Curoniens qui n'avaient jamais perdu une bataille défensive majeure. Deux royaumes unis pour se venger de guerriers qui avaient transformé les méthodes vikings en cauchemars pour les Vikings. L'aube révéla l'ampleur du désastre à venir. Les dracars danois assombrissaient l'horizon. 200 navires transportant les meilleurs guerriers de Scandinavie. Chaque navire portait 100 hommes, vêtus de cottes de mailles et avides de pillage. Leurs boucliers ont brillé de peinture fraîche, leurs haches assez tranchantes pour fendre des crânes baltes. Le roi Auric lui-même commandait depuis son navire amiral à tête de dragon, sa girouette dorée captant le soleil du matin. La force suédoise marcha à voie terrestre, forte de 10 000 hommes sous le commandement personnel du roi Olof. La cavalerie lourde menait la colonne, leurs chevaux élevés pour la boue balte. Derrière venait l'infanterie, des lanciers qui avaient conquis des tribus finlandaises et des colonies estoniennes. Des convois de ravitaillement suivaient, chargés d'équipements de siège et de suffisamment de vivres pour une campagne d'1 mois. Ce que les Vikings trouvèrent à l'intérieur de la forteresse défiait toute logique. Pas de panique, mais une préparation terrible. À Apuol, 15 000 défenseurs attendaient. Mais les chiffres sont stupéfiants quand on comprend le contexte. Cela représentait chaque homme en état de combattre à 3 jours de cheval à la ronde. Les fermiers étaient devenus soldats. Les marchands étaient devenus archers. Des garçons à peine assez vieux pour soulever des épées se tenaient aux côtés de grands-pères qui se souvenaient des premiers raids vikings. Le génie tactique était presque surnaturel. Ils avaient transformé le désespoir démographique en avantage militaire. La forteresse elle-même se moquait de la sagesse conventionnelle des sièges. Ces terrassements circulaires s'élevaient en 3 anneaux concentriques, chacun plus haut que le précédent. Des palissades en bois couronnaient chaque rempart, leurs poteaux enfoncés profondément et reliés par du fer. Entre les murs s'étendaient des terrains dégagés où aucun attaquant ne pouvait trouver de couverture. C'est là que l'histoire prend un tournant sombre. Les défenseurs avaient brûlé leur propre maison à l'extérieur des murs, refusant aux Vikings tout abri ou butin. Imaginez la terreur d'approcher de telles défenses. Aucune gloire à escalader des pentes de terre pendant que les flèches tombaient comme la pluie. Aucun honneur à mourir dans des zones de mise à mort soigneusement préparées. Aucun pillage dans des ruines fumantes et vides.
Les commandants suédois faisaient face à un choix impossible, donner l'assaut à une forteresse conçue pour briser des armées, ou mourir de faim. Tandis que les raids curoniens frappaient leurs lignes de ravitaillement, les négociations d'avant-bataille révélèrent les enjeux. Olof exigea soumission et tribut, les conditions vikings standards. La réponse curonienne choqua les deux armées. Ils proposèrent un combat singulier entre champions. Le vainqueur rafle tout. Lorsque les Vikings refusèrent, sachant que les champions curoniens combattaient sans règle ni pitié, les défenseurs firent une contre-offre. Partez maintenant et seule la moitié de la force viking mourra sur le chemin du retour. Restez et personne ne reverra la Scandinavie. L'ironie est presque insoutenable. Les Vikings, maîtres de la guerre psychologique, faisaient face à des ennemis qui avaient perfectionné leur propre tactique. Chaque menace sonnait creux contre des défenseurs qui avaient choisi la mort plutôt que la soumission. Chaque démonstration de force rencontrait une indifférence calculée. Les berserkers danois, hurlant et mordant leurs boucliers, faisaient face à des guerriers curoniens qui les observaient avec un mépris silencieux. Les Danois ne savaient pas ce qui les attendait dans les bas-fonds de la rivière Vanta. Des bateaux curoniens, plus petits, plus rapides, capables de naviguer dans une eau profonde jusqu'aux genoux, étaient cachés dans les roselières et les embouchures des affluents. Leurs équipages avaient passé des jours à cartographier les points d'ancrage danois et à calculer les horaires des marées. Le piège était sur le point de se refermer à plusieurs niveaux. Les profils des commandants révélaient la tragédie à venir. Le roi Olof, ambitieux et désespéré de victoire, avait mis sa réputation en jeu sur cette campagne. Ces seigneurs suédois exigeaient la soumission balte ou l'humiliation royale. Le roi Auric, plus âgé et plus prudent, reconnaissait la force de la forteresse, mais ne pouvait se retirer sans perdre le prestige danois. Aucun des deux ne pouvait se permettre la défaite. Face à eux se tenaient des guerriers dont l'histoire a à peine conservé les noms. Le chef de guerre Lameux commandait le centre. Ses subordonnés contrôlaient des sections de la forteresse avec indépendance. Si un mur tombait, les autres continueraient à se battre. Les 3 jours suivants allaient déterminer la suprématie balte pour des siècles. Les éclaireurs suédois rapportèrent quelque chose d'impossible la nuit précédant la bataille. Les femmes et les enfants curoniens chantaient depuis les murs. Pas des lamentations, mais des chants de guerre. Le sens était clair. Ce n'était pas seulement une défense militaire. C'était une guerre populaire où chaque âme avait choisi la victoire ou la mort. Le moral suédois s'effondra. Les signes apparurent immédiatement. Les soldats firent leur testament. Les prêtres entendirent plus de confessions. Les vétérans parlaient ouvertement de mauvais présages. Alors que l'aube se levait sur Apuol, 30 000 hommes se préparèrent pour un siège qui allait redéfinir le pouvoir balte. Les Vikings s'attendaient à un assaut traditionnel, des déliés contre les portes, des échelles contre les murs, des boucliers verrouillés dans une presse fatale. Ils allaient recevoir quelque chose de bien pire. La forteresse n'était pas seulement défendue. C'était un piège conçu par des guerriers qui pensaient comme des Vikings, mais combattaient comme rien de ce que la Scandinavie n'avait jamais vu. L'aube apporterait l'apocalypse. Le premier jour commença avec la confiance suédoise. Les forces d'Olof formèrent des lignes de siège avec une précision de manuel, infanterie lourde au centre, troupes de missiles sur les flancs, réserves de cavalerie positionnées pour exploiter toute brèche. Les navires danois contrôlaient la rivière, empêchant la fuite ou le renfort des curoniens. L'encerclement semblait parfait. Puis vint le moment qui résonnerait à travers les siècles. Le premier assaut fut lancé à midi. L'infanterie suédoise avança derrière des boucliers verrouillés tandis que les guerriers danois se préparaient à exploiter tout succès. Les flèches assombrirent le ciel des deux côtés. Puis la tuerie commença vraiment. Les défenseurs curoniens avaient préparé quelque chose de spécial, des javelots lestés qui transperçaient les boucliers et les côtes de mailles vikings. La ligne avançant vacilla, trébucha et se brisa. Mais attendez, c'est pire. Ce qui s'est passé ensuite a défié toute logique militaire. Lorsque les Vikings atteignirent le premier rempart, le sol s'effondra.
Les Curoniens avaient creusé des fosses dissimulées recouvertes de bois fin et de terre. Les guerriers en armure plongèrent sur des pieux en contrebas. Les cris se mêlèrent aux cris de guerre alors que l'attaque se dissolvait dans le chaos. Cette seule décision allait coûter des milliers de vies. Olof ordonna de continuer l'assaut plutôt que de faire une retraite tactique. Vague après vague s'écrasa contre les défenses des Apuoles. Chaque attaque rencontrait de nouvelles horreurs. De l'eau bouillante se déversait des murs. Des rondins roulaient le long des remparts, écrasant les guerriers qui grimpaient. Les archers curoniens positionnés en champ de tir croisés transformaient chaque approche en un piège mortel. Au coucher du soleil, les morts suédois tapissaient les champs de bataille. Les observateurs danois comptaient leurs bénédictions. Leur tour n'était pas encore venu, mais les Curoniens n'avaient pas fini. Cette nuit-là, ils lancèrent des contre-raids qui allaient définir le caractère du siège. De petits groupes se glissèrent à travers les lignes vikings, frappèrent les chariots de ravitaillement et disparurent. Les sentinelles suédoises mouraient en silence, la gorge tranchée par des guerriers qui se déplaçaient comme des ombres. Ce qui suivit allait briser les suppositions vikings sur la guerre défensive. Le troisième jour apporta des tactiques de famine, mais pas comme les Vikings s'y attendaient. Les Curoniens avaient empoisonné chaque puits à l'extérieur de leurs murs, brûlé chaque ferme à distance de cheval, chassé tout le bétail. Les assiégeants, s'attendant à vivre sur le pays, ne trouvèrent que la terre brûlée. Les groupes de fourrageurs danois rencontrèrent des embuscades curoniennes qui connaissaient chaque sentier et chaque ruisseau. L'histoire a basculé sur cet ordre unique. Auric ordonna à ses navires de piller plus loin en aval pour trouver des vivres. Le 5e jour fut témoin d'un désespoir religieux qui entrait les guerriers suédois pendant des générations. Le roi Olof, son armée se vidant de son sang contre des murs imprenables, prit une décision qui choqua ses guerriers païens. Il pria le dieu chrétien. Les soldats suédois regardant leur roi s'agenouiller dans la boue devant une croix en bois sentirent leur monde basculer. Pensez-y. Priez le Dieu de votre ennemi parce que le vôtre vous a abandonné. Les preuves archéologiques révèlent quelque chose de choquant à ce sujet. Les fouilles à Apuoles ont trouvé des symboles chrétiens mêlés à des offrandes païennes. Des Vikings invoquant désespérément toute aide divine. Mais les défenseurs curoniens avaient leur propre dieu. Des divinités baltes de la guerre et de la mort qui exigeaient le sang ennemi. La bataille spirituelle était parallèle à la bataille physique. Et les Vikings perdaient les deux. Les indicateurs d'effondrement du moral suédois se multiplièrent. Les soldats refusaient les gardes de nuit, craignant les pillards curoniens. Les blessés suppliaient qu'on les achève rapidement plutôt que de souffrir une longue agonie. Les vétérans parlaient ouvertement de retraite. C'est là que la tactique devint boucherie, l'organisation se dissolvait en une survie individuelle désespérée. Puis les Danois commirent une erreur fatale qui allait tout leur coûter. Cherchant des cibles plus faciles que les murs des Apuoles, les pillards danois naviguèrent en aval pour attaquer les colonies curoniennes. Ils trouvèrent Grobina, riche et apparemment sans défense. Les navires chargés de butin, ancrés dans la rivière, les équipages célébrant leur succès. La géographie avait d'autres plans pour ces Vikings. Les raids nocturnes s'intensifièrent avec une précision surnaturelle. Les Curoniens frappaient là où les Vikings étaient les plus faibles. Sentinelles isolées, lignes de ravitaillement, piquets de chevaux, des flèches enflammées transformèrent le camp de siège en un rasier de tentes brûlantes et d'hommes paniqués. Chaque raid réussi enhardissait les défenseurs et démoralisait les attaquants. La guerre psychologique atteignit son crescendo lorsque les guerriers curoniens jetèrent des têtes suédoises depuis les murs tout en chantant des hymnes de bataille. Ce qui s'est passé ensuite est à peine croyable. Les prêtres suédois rapportèrent des visions de dieux curoniens marchant sur les remparts. Les guerriers danois jurèrent avoir vu des camarades morts combattre aux côtés des défenseurs. Que ce soit une terreur surnaturelle ou une hallucination induite par l'épuisement, l'effet était réel. Les Vikings craignaient que ces murs n'abritent plus que des ennemis mortels. Au 8e jour, la situation s'était complètement inversée. Les Vikings n'assiégeaient plus. Ils étaient piégés. Les raids curoniens avaient détruit les trains de ravitaillement.
Les navires danois en aval avaient cessé de répondre aux signaux. La cavalerie suédoise envoyée pour enquêter n'est jamais revenue. La forteresse était devenue un aimant, attirant les Vikings vers leur perte. Chaque Viking mort créait 2 pillards baltes avides de vengeance. Le roi Olof fit face à la réalité avec un désespoir royal. Son armée ne pouvait pas prendre Appuyol. Il ne pouvait pas maintenir le siège. Il ne pourrait peut-être même pas battre en retraite avec succès. La guerre viking traditionnelle avait trouvé son maître face à des défenseurs qui comprenaient chaque tactique et la contraient avec une discipline supérieure. Les prières suédoises résonnaient vers le mauvais Dieu. Le Christ n'offrait pas plus d'aide qu'Odin. Les cris provenant du camp suédois changèrent tout lors de cette dernière nuit. Des pillards curoniens avaient infiltré les tentes hôpital, tuant les guerriers blessés qui ne pouvaient pas se défendre. Le message était clair. Pas de pitié, pas de quartier, pas de survie pour les envahisseurs. À l'aube, avec des provisions épuisées et des pertes approchant les 30%, le roi Olof fit face à un choix impossible, continuer le siège et regarder son armée mourir petit à petit, ou battre en retraite et affronter la poursuite curonienne. Les deux signifiaient le désastre, mais l'un offrait un mince espoir de survie. Olof fit son choix fatal. L'assaut final suédois commença dans le désespoir plutôt que l'espoir. Olof rassembla ses derniers champions, des berserkers qui avaient juré de mourir plutôt que de battre en retraite. Ce n'étaient plus des soldats, mais des hommes cherchant une mort glorieuse plutôt qu'une survie honteuse. Ils peignirent leurs boucliers en noir, se marquant pour le Valhalla. Les corps suédois sonnèrent une dernière fois, fêlés et lugubres dans la brume matinale. La ferveur religieuse se mêlait au courage suicidaire alors que les guerriers se préparaient pour leur dernière charge. 8000 Suédois avancèrent dans l'obscurité d'avant l'aube. Ils avaient appris des échecs précédents. Pas de formation serrée que les javelots curoniens pourraient briser. Pas d'approche prévisible à cibler pour les défenseurs. Au lieu de cela, ils vinrent en groupes dispersés, chacun cherchant son propre chemin à travers les ondes de mort. Certains portaient des échelles, d'autres des crochets et des cordes. Tous s'attendaient à mourir. La Baltique avait vu pousser des dents vikings, et maintenant ses dents allaient se régaler de sang suédois. Mais alors les portes s'ouvrirent, non pas en signe de reddition, mais pour quelque chose de bien plus terrifiant. Les guerriers curoniens se déversèrent en formation parfaite. Boucliers verrouillés, lances pointées. Ce n'était pas la charge chaotique que les Vikings attendaient des défenseurs. C'était une agression disciplinée et calculée. Derrière l'infanterie venait la cavalerie, des cavaliers baltes sur de petites montures rapides qui dansaient dans la boue là où les chevaux suédois s'embourbaient. La sophistication du piège devint horriblement claire. Les Curoniens avaient planifié cette fausse retraite depuis des jours. Ils avaient identifié le point exact où la discipline viking se briserait, où l'instinct de poursuite l'emporterait sur le sens tactique. Ils avaient même préparé le terrain. Ce qui ressemblait à de la terre ferme était en fait un marécage recouvert de branches. Alors que les Vikings poursuivaient des défenseurs sans enfuir, ils se précipitèrent dans une catastrophe préparée. 1000 morts en 10 minutes. Les statistiques capturent à peine le massacre. Les berserkers suédois chargeant en avant de leur soutien se retrouvèrent isolés et encerclés. Les lanciers curoniens travaillaient avec une efficacité mécanique, frappant aux jambes et à l'aine là où l'armure était la plus faible. Lorsque les Vikings tombaient, les troupes auxiliaires avec des massues s'assuraient qu'ils ne se relèvent jamais. Le sol boueux devint un abattoir des ambitions suédoises. Rappelez-vous, ce n'étaient pas des soldats professionnels rencontrant une résistance disciplinée. C'étaient des guerriers vikings élevés sur des récits de gloire individuelle, face à un ennemi qui combattait comme un seul organisme. Chaque Curonien connaissait son rôle. Chaque mouvement suivait des schémas répétés. Lorsque les champions suédois cherchaient le combat singulier, ils rencontraient des équipes de tueurs coordonnées. Là où les Vikings s'attendaient à une bataille honorable, ils trouvèrent une extermination systématique. La fausse retraite continua avec une précision horrifique. Les forces curoniennes se replièrent par étapes, chaque retrait attirant les Vikings plus profondément dans des positions préparées. Les canaux latéraux se remplirent soudainement de guerriers baltes qui avaient attendu dissimulés. Ce qui semblait être une victoire devint un encerclement.
Les cris des Suédois piégés résonnaient à travers le champ de bataille, mais leurs camarades ne pouvaient pas aider. Ils se battaient pour leur propre vie. Olof lui-même mena une charge désespérée pour sauver son avant-garde piégée. Ses guerriers personnels, les meilleurs de Suède, se frayèrent un chemin sanglant vers leurs camarades encerclés. Pendant un moment, la furie viking sembla prévaloir. Les haches suédoises fendaient les boucliers curoniens. Les gardes royaux combattaient avec une force née du désespoir. Puis vint le moment que les Vikings craignaient le plus. Les réserves curoniennes frappèrent les deux flancs simultanément. La retraite suédoise commença comme un retrait organisé et finit en fuite paniquée. La cohésion des unités vola en éclats. Les officiers ne pouvaient maintenir le contrôle. Des guerriers individuels jetèrent leurs armes pour courir plus vite. Mais les Curoniens s'étaient préparés à cela aussi. Des troupes fraîches attendaient le long des routes de retraite. Des archers montés harcelaient les Vikings en fuite. Chaque centaine de mètres de retraite coûtait 50 vies vikings. Ce qui s'est passé ensuite allait hanter les guerriers suédois pendant des générations. La poursuite curonienne n'était pas une violence aléatoire, mais une destruction systématique. Ils ciblaient les officiers en premier, brisant la structure de commandement. Ils estropiaient les chevaux, forçant les guerriers montés à combattre à pied. Ils allumaient des feux pour canaliser les Vikings en fuite vers des zones de mise à mort. Ce n'était plus une bataille. C'était une extermination exécutée avec une efficacité terrible. Le leadership du roi Olof s'effondra avec son armée. Encerclé par des gardes mourants, abandonné par des troupes en fuite, il fit face au cauchemar viking ultime, la mort sans gloire. Les guerriers curoniens se rapprochèrent, non pas comme des adversaires honorables, mais comme des bourreaux. Le roi suédois qui avait prié le Christ mourut en appelant Odin. Sa couronne, symbole de la puissance suédoise, disparut dans des mains baltes. Pendant ce temps, la force danoise faisait face à sa propre catastrophe. La nouvelle de l'effondrement suédois atteignit les navires doriques juste au moment où les vaisseaux curoniens apparaissaient sur la rivière. Ce n'étaient pas les bateaux de commerce que les Danois attendaient, mais des navires de guerre conçus pour l'éperonnage et l'abordage. Leur construction à faible tirant d'eau leur permettait de naviguer dans les canaux où les dracars danois s'échouaient. Ce qui suivit ne fut pas une bataille navale, mais un massacre maritime. Le sac de Grobina avait été un piège dans un piège. Les défenseurs curoniens avaient évacué les objets de valeur avant l'arrivée des Danois, laissant juste assez pour remplir les navires vikings de butin lourd. Maintenant surchargés et lents, ces navires ne pouvaient pas manœuvrer dans les eaux étroites. Les vaisseaux baltes frappèrent comme des loups parmi les moutons. Leurs équipages, experts en guerre fluviale, transformèrent les avantages danois en faiblesse fatale. C'est là que ça devient fou. Les Curoniens ne se défendaient plus. Ils étaient devenus des chasseurs et les Vikings étaient des proies. Les navires danois tentèrent de former des cercles défensifs, boucliers sortis et lances hérissées. Mais les flèches enflammées curoniennes transformèrent les vaisseaux en bois en bûchers flottants. Lorsque les Vikings abandonnaient les navires en feu, les guerriers baltes attendaient dans les bas-fonds avec des lances et des haches. La perte du butin accumulé signifiait plus qu'un désastre matériel. Les armées vikings se finançaient par le pillage. Sans cela, les survivants ne pouvaient payer les équipages ni remplacer l'équipement. Chaque coffre d'argent coulant dans la venta signifiait une diminution de la puissance danoise. Des plongeurs curoniens récupéraient ce trésor plus tard, finançant de futurs raids sur les côtes scandinaves. Le renversement économique égalait le renversement militaire. Des vignettes de combats individuels révélaient la dynamique changeante. Un jarl danois, vétéran des raids d'Angleterre à Byzance, mourut sur une lance curonienne maniée par un défenseur adolescent. Des berserkers suédois, terrifiants à travers l'Europe, tombèrent face à des attaques coordonnées de fermiers baltes. La mystique de l'invincibilité viking se dissolvait dans l'eau boueuse et les navires en feu. Les embuscades côtières continuèrent le massacre. Les Curoniens avaient positionné des forces à chaque site de débarquement potentiel. Les Danois, cherchant à échouer leurs vaisseaux, rencontrèrent des guerriers qui connaissaient chaque crique et banc de sable.
L'avantage du faible tirant d'eau qui rendait les raids vikings possibles appartenait désormais à leurs ennemis. Les dracars conçus pour l'attaque devinrent des pièges mortels lorsqu'ils furent forcés de défendre. Chaque détail démontrait la préparation curonienne. Ils avaient étudié les tactiques vikings pendant des générations, appris de chaque raid, adapté chaque défense. Maintenant, ils appliquaient ces leçons avec intérêt. Là où les Vikings s'attendaient aux combats individuels, ils rencontrèrent des tactiques d'unité. Là où ils cherchaient la guerre mobile, ils trouvèrent des positions préparées. Là où ils comptaient sur la réputation, ils firent face à des ennemis qui avaient dépassé la peur. La phase de poursuite atteignit son crescendo à l'embouchure de la rivière. Les navires danois courant vers la haute mer trouvèrent la sortie bloquée. Les vaisseaux curoniens avaient créé une barrière de bateaux en feu et de coques coulées. Derrière eux, des guerriers baltes attendaient sur les deux rives. Le piège était complet. Pas d'échappatoire à l'eau, pas de survie sur terre. Le désespoir danois produisit des actes de courage sans espoir qui ne changèrent rien. Le roi Auric fit face à l'impensable. Sa force, fierté du Danemark, était systématiquement détruite. Les plus grands guerriers de son royaume mouraient dans la boue étrangère. Son trésor coulait dans les eaux baltes. L'honneur viking traditionnel exigeait la mort avant la reddition, mais le pragmatisme suggérait que la survie pourrait mieux servir le Danemark. L'humiliation finale danoise arriva avec le lever du soleil. Les chefs curoniens offrirent des termes qui inversèrent des siècles de domination viking. Le Danemark paierait un tribut, 30 mares d'argent annuellement. Les navires danois demanderaient la permission avant d'entrer dans les eaux baltes. Plus humiliant encore, le Danemark fournirait des otages issus de familles nobles. Les terroriseurs étaient devenus payeurs de tribut. La fierté viking mourut plus difficilement que les guerriers vikings. Le siège était terminé, mais la vraie terreur ne faisait que commencer. Les survivants porteraient des récits de l'invincibilité curonienne à travers la Scandinavie. Chaque mère viking apprendrait de nouvelles prières, non pas pour des raids réussis, mais pour la protection contre la vengeance balte. Les chasseurs étaient devenus de la viande et le festin durerait des siècles. L'aube révéla l'ampleur totale de la catastrophe. Les morts suédois et danois tapissaient les approches des Apuols. Près de 10 000 cadavres en côte de mailles viking. Un guerrier sur 3 ayant marché sur la forteresse ne rentrerait jamais chez lui. Les pertes vikings immédiates allaient au-delà des chiffres. Ils avaient perdu des pillards expérimentés, des chefs éprouvés et un équipement irremplaçable. Plus critique encore, ils avaient perdu l'aura d'invincibilité qui rendait l'expansion viking possible. Le vide de pouvoir dans le commerce balte émergea immédiatement. Les marchands danois, auparavant protégés par la puissance militaire, se retrouvèrent à payer une protection aux navires curoniens. Les comptoirs commerciaux suédois, établis par la force, faisaient face à des demandes de tribut ou d'évacuation. Le cadre économique de l'expansion viking, piller, établir le contrôle, extraire la richesse, s'effondra lorsque la fondation militaire s'écroula. Chaque viking mort créait 2 pillards baltes désireux de renverser des siècles d'oppression. La transformation des curoniens de défenseurs en agresseurs commença avant que les corps vikings ne refroidissent. Des conseils de guerre se réunirent à Apuol pour planifier quelque chose sans précédent, des opérations offensives soutenues contre la Scandinavie elle-même. Ils avaient capturé des navires danois, des armes suédoises et des renseignements cruciaux provenant des prisonniers. Les guerriers baltes qui avaient passé des générations à apprendre des raids vikings se préparaient maintenant à donner leurs propres leçons. Les premiers raids de vengeance frappèrent les côtes suédoises en quelques mois. Blekinge brûla alors que les guerriers curoniens appliquaient des tactiques vikings avec des améliorations baltes. Ils frappaient plus fort, se déplaçaient plus vite et montraient moins de pitié que n'importe quel pillard scandinave. Les colonies côtières qui avaient profité des raids à l'Est se retrouvaient à payer pour les crimes ancestraux. L'ironie était atroce. Les guerriers suédois étaient au Danemark, étant morts à Apuol, lorsque les pillards baltes brûlaient leurs maisons. La formation de l'Alliance d'Ösel, ou Eselienne, multiplia les cauchemars scandinaves. Les insulaires estoniens, maîtres marins qui avaient résisté à la domination viking, rejoignirent les campagnes curoniennes. Ensemble, ils commandaient plus de navires que le Danemark ne pouvait en rassembler. Après les pertes des Apuols,
Leurs vaisseaux à faible tirant d'eau pouvaient naviguer là où les dracars vikings ne pouvaient pas suivre. Les forces baltes combinées transformèrent la mer orientale en un tombeau scandinave. Les histoires personnelles des survivants suédois révélaient une dévastation psychologique. Des guerriers qui avaient affronté les armées anglaises et la cavalerie franque harlaient d'Éapuol avec des voix tremblantes. Ils décrivaient des ennemis qui combattaient sans peur, des fortifications qui ne pouvaient être prises d'assaut et des tactiques qui rendaient les méthodes vikings obsolètes. Certains refusèrent de naviguer à nouveau vers l'est. D'autres burent jusqu'à la mort plutôt que d'affronter les souvenirs du siège. Des vétérans qui avaient ri du danger se réveillaient maintenant en hurlant de cauchemar. L'abandon côtier danois commença par les villages de pêcheurs et s'étendit aux grandes colonies. Les communautés qui avaient prospéré pendant des siècles emballèrent leurs affaires et déménagèrent à l'intérieur des terres. Le calcul était simple. Les pillards curoniens contrôlaient désormais les routes maritimes et la distance de l'eau signifiait la sécurité contre la vengeance balte. Les preuves archéologiques montrent des régions entières dépeuplées alors que les Danois cherchaient refuge contre leurs propres tactiques retournées contre eux. L'expansion de la flotte curonienne suivit les modèles vikings capturés, améliorés avec des innovations baltes. Ils construisirent des vaisseaux combinant la vitesse des dracars avec une capacité améliorée en eau peu profonde. Leurs équipages, entraînés dès l'enfance à la voile et au combat, surpassaient la navigation viking. À la fin de l'année, les forces navales curoniennes pouvaient frapper n'importe où dans la Baltique à volonté. La mer que les Vikings avaient dirigée pendant des siècles répondait désormais à des maîtres différents. Voici le détail qui explique tout sur les conséquences. Les Curoniens ne cherchaient pas à conquérir des territoires scandinaves. Ils visaient à rendre la vie viking insupportable. Les raids constants empêchaient l'agriculture. Les colonies brûlées ne pouvaient pas soutenir les populations. Les navires détruits ne pouvaient pas transporter le commerce. Ils utilisaient les méthodes vikings pour accomplir ce que les Vikings avaient fait aux autres. Destruction culturelle et économique par la terreur soutenue. L'analyse du bilan des morts allait au-delà des pertes de bataille. La famine suivit alors que les raids baltes perturbaient la production alimentaire. La maladie se propagea à travers les colonies intérieures surpeuplées. L'instabilité politique éclata alors que les nobles suédois et danois blâmaient les rois pour le désastre. Les 10 000 morts d'Éapuol n'étaient que le début. Les pertes scandinaves se multiplieraient au cours des décennies suivantes alors que la vengeance balte exigeait son prix. La transformation était complète. Là où autrefois les voiles vikings signifiaient la terreur pour les peuples baltes, maintenant les vaisseaux curoniens apportaient des cauchemars aux rivages scandinaves. Les prières s'inversèrent. Au lieu que les peuples baltes supplient pour une protection divine contre les Vikings, les chrétiens scandinaves plaidaient pour le salut contre les pillards païens. Les églises qui avaient célébré les victoires vikings tenaient maintenant des messes pour la protection contre les peuples mêmes que leurs guerriers avaient terrorisés. Les tentatives suédoises de reconstruire les défenses orientales rencontrèrent un échec constant. Chaque forteresse qu'ils construisaient devenait une cible pour l'attaque curonienne. Chaque garnison qu'ils établissaient faisait face à un harcèlement constant. L'infrastructure défensive nécessaire pour se protéger contre les raids baltes consommerait des ressources que la Suède ne pouvait épargner. Après Éapuol, Stockholm finirait par être fondée spécifiquement comme une réponse fortifiée à cette menace. La reconstruction navale danoise s'avéra tout aussi futile. La perte d'équipage expérimenté à Éapuol ne pouvait être rapidement remplacée. Les navires prenaient du temps à construire. Les marins prenaient des années à former, et ni l'un ni l'autre ne pouvait se produire sous l'attaque constante des Curoniens. La domination maritime du Danemark, construite sur des siècles, s'était évaporée en 8 jours de siège et de massacres. Mais les Curoniens n'avaient pas fini. Loin de là. Le sac d'Éapuol avait démontré la vulnérabilité scandinave. Vint alors l'exploitation systématique. Chaque été apportait de nouveaux raids. Chaque saison commerciale voyait plus de tribus couler vers l'est. Les peuples baltes, opprimés pendant des générations, avaient trouvé leur moment. Ils allaient le faire durer pendant des siècles. Ce détail explique tout sur la dynamique changeante. Les Vikings avaient pillé pour le profit et la gloire. Les Curoniens pillaient pour la vengeance et la sécurité.
Ils ne cherchaient pas une richesse momentanée, mais une faiblesse scandinave permanente. Chaque église brûlée éliminait un point de ralliement. Chaque navire détruit réduisait les menaces futures. Chaque guerrier mort signifiait un envahisseur potentiel de moins. Ce n'était pas la guerre. C'était un génocide calculé de la puissance viking. Pour les 300 années suivantes, la Baltique appartiendrait à ceux que les Vikings n'avaient pas réussi à conquérir. La terreur culminerait dans des événements qui ébranleraient la civilisation scandinave jusqu'en son cœur. Mais cette vengeance ultime résidait encore dans le futur. Pour l'instant, les conséquences immédiates suffisaient. L'expansion viking était morte, et l'âge de la vengeance balte avait commencé. 333 ans après, une justice divine arriva à Sigtuna. Le sac de 1187 représentait plus qu'une victoire militaire. C'était une vengeance historique servie froide. Les guerriers baltes, incluant désormais estoniens, curoniens et caréliens, frappèrent le cœur sacré de la Suède. Ils brûlèrent les églises que les Vikings avaient construites avec le butin de l'Est. Ils massacrèrent les prêtres qui avaient béni les raids sur les terres païennes. La mort de l'archevêque portait un symbolisme particulier. Le dieu chrétien, qui n'avait pas réussi à aider Olof à Appuhel, ne pouvait pas protéger son plus haut serviteur de l'acier balte. La fondation de Stockholm résulta directement de ce traumatisme. La Suède avait besoin d'une capitale fortifiée qui pourrait résister à l'assaut naval balte. Chaque pierre posée dans les fondations de Stockholm représentait la reconnaissance suédoise d'une vulnérabilité permanente. La ville existe parce que Appuhel a enseigné à la Suède que les peuples baltes pouvaient frapper n'importe où, n'importe quand. L'urbanisme suivit la nécessité militaire, approche étroite, position défensive, site de débarquement limité. Les Vikings étaient devenus des bâtisseurs de forteresses, se cachant de la mer qu'ils avaient autrefois gouvernée. La solution des croisés aux problèmes curoniens révéla le désespoir chrétien. Incapables de vaincre les païens baltes militairement, les Scandinaves invitèrent les ordres militaires allemands à subjuguer leurs bourreaux. Les croisades baltes, ou croisades du Nord, réussirent là où les armées vikings avaient échoué, mais à un coût terrible. Les chevaliers teutoniques et les chevaliers porte-glaives accomplirent ce que Danois et Suédois ne pouvaient pas. Pourtant, la résistance balte continua pendant des siècles. Les derniers curoniens maintinrent leur foi païenne et leur culture guerrière jusqu'au XVIe siècle. Les études modernes sur l'ADN balte confirment ce que les chroniques médiévales rapportaient. Un déplacement massif de population suivit le renversement de l'âge viking. Les marqueurs génétiques scandinaves diminuent brusquement après 850 après Jésus-Christ. Dans les régions baltes orientales. Pendant ce temps, l'ascendance balte augmente dans les zones côtières suédoises et danoises, preuve de raids réussis et de populations installées. Les Vikings qui terrorisaient l'Europe laissèrent des descendants qui furent eux-mêmes terrorisés par les peuples baltes. La réflexion philosophique sur les cycles d'empire révèle des motifs universels. Chaque puissance dominante crée sa propre chute en enseignant ses méthodes à ses ennemis. Rome a formé les barbares qui l'ont détruite. Les Vikings ont éduqué les peuples baltes qui ont mis fin à leur expansion. Les compétences qui créent des empires deviennent des armes entre les mains des sujets. Appuhel a démontré ce principe avec une clarté brutale. Les élèves avaient dépassé leurs professeurs involontaires. L'invincibilité viking mourut à Appuhel, mais le concept mit des siècles à périr complètement. Les armées scandinaves remporteraient d'autres victoires. Les pillards norvégiens continueraient à affliger les côtes européennes, mais l'expansion imparable se termina dans la boue lituanienne. Lorsque les guerriers pris des dieux ennemis et paient tribut à d'anciennes victimes, la domination psychologique bascule pour toujours. L'âge viking ne s'est pas terminé avec le triomphe du christianisme. Il s'est terminé lorsque les peuples baltes ont prouvé que les païens pouvaient vaincre les païens. Les prières pour la protection s'étaient en effet complètement inversées. Là où autrefois les mères baltes apprenaient aux enfants à se cacher des navires à tête de dragon, maintenant les Scandinaves suppliaient pour le salut contre les pillards baltes. Les églises qui avaient résonné de remerciements pour les victoires vikings, résonnaient maintenant de plaidoyer pour la protection divine contre la vengeance curonienne. Les peuples mêmes que les Vikings avaient rejetés comme des barbares primitifs étaient devenus la plus grande peur de la Scandinavie.
Maintenant vous voyez pourquoi la Scandinavie a changé pour toujours après Apuöl. Le siège n'a pas seulement tué 10 000 guerriers. Il a assassiné une vision du monde entière. Les Vikings ont appris que le pillage réussi créait de futurs ennemis. Ils ont découvert qu'enseigner la guerre par l'exemple signifiait former leur propre destructeur. Plus important encore, ils ont compris qu'aucun peuple ne reste victime pour toujours. C'est pourquoi l'histoire les a oubliés. Les vainqueurs n'ont rien écrit. Les Curoniens n'ont laissé aucune saga célébrant leur victoire. Ils n'ont construit aucun monument à la gloire du champ de bataille. Ils ont simplement continué à vivre comme ils l'avaient toujours fait, libres sur leur rivage balte, tandis que la Scandinavie pansait des blessures qui ne guériraient jamais complètement. La plus grande défaite viking est venue de peuples dont les noms ont à peine survécu, dont les victoires ne furent pas enregistrées, dont l'héritage ne vit que dans les cauchemars scandinaves et les prières suédoises pour la protection contre l'Est.